Bonjour docteur, JCM Graph Magazine est venu chez vous ce matin, King's Hospital donc, dans le cadre d'une grande tournée que nous faisons en Haïti pour la promotion donc, de ce magazine. Concrètement, parlez-nous brièvement, King's Hospital, qu'est-ce que c'est? Nous nous définissons comme étant un hôpital à but non lucratif. Un genre d'hôpital missionnaire qui n'existe pas en Haïti encore, puisque en Haïti, qui dit missionnaire dit surtout qu'il y a des étrangers qui viennent et qui font des choses au profit de la population. Nous sommes des Haïtiens et nous voulons travailler comme étant un hôpital missionnaire à la disposition de la population. De quelles circonstances et quand est fondé l'hôpital? Ça, c'est une longue, très longue histoire. Parce que nous avons commencé à donner des soins de type hospitalier dans une clinique privée que nous avions à Nazon, à la ville Nazon. Et ça, c'est en 1991-92. Le pays était en grande difficulté. Je me souvenais, c'était l'époque où il y avait beaucoup de grèves dans les hôpitaux et partout. Et nous avions, moi je suis gynécologue, et nous avions des patientes qui devraient accoucher, qui n'ont pas de gros moyens, qui n'avaient pas de gros moyens pour aller dans les hôpitaux privés. Et là, nous avons commencé à faire des accouchements dans notre clinique privée. Et de là, ça a évolué. Nous avons installé en 1996 un petit hôpital à l'étage de la Fondation Pélolontique. Et après ça, bon, avec l'aide de nos amis étrangers, nous avons pu construire ici. Et ici, nous avons commencé à travailler dans ce bâtiment le lendemain du tremblement de terre. Parce qu'on était en train de se préparer pour avoir une grande célébration pour dire que nous commençons avec un nouvel hôpital. Et puis, brusquement, le tremblement de terre a frappé. Le lendemain, nous étions obligés d'ouvrir les portes et de commencer à travailler ici. Quels sont les rapports existants entre King's Hospital et les autres acteurs impliqués dans le domaine de la santé en Haïti? Bon, nous avons des rapports très cordiaux avec les autres acteurs, en commençant par le ministère de la Santé publique, qui est venu nous voir, nous demander d'aider, de participer avec la santé communautaire autour de nous, ce que nous faisons maintenant. Et nous avons d'autres amis, des autres institutions de santé. Nous collaborons assez bien avec les uns et les autres. Quel est le public ciblé de l'hôpital? Le public cible, c'est un peu difficile à être tout à fait précis parce que là, nous sommes ouverts au public. Et quand nous disons ouverts au public, nous recevons la personne qui s'amène, bien que notre objectif au départ, c'était de servir les plus pauvres. Mais vous comprenez bien, nous le disons bien dans notre langage à nous, de mettre pas fruit. Donc, à servir les plus pauvres, on se retrouve à ne servir personne du tout, puisqu'il faut quand même avoir de l'argent. Donc, nous avons conçu un projet où nous avons des chambres privées pour recevoir ceux-là qui peuvent se le payer et nous aider en même temps, puisque en payant, ils nous aident à avoir les salaires pour les patients. Et nous avons aussi les salles communes où nous donnons les paquets services pour les petites bourses. Il faut dire que tout le monde doit payer. Mais tout le monde doit payer. En Haïti, c'est encore difficile. Donc nous nous arrangeons pour donner un service de nature missionnaire quand nous avons les visiteurs qui veulent travailler gratuitement. Donc à ce moment-là, il y a des chirurgies où il y a des personnes qui ont l'occasion d'avoir une chirurgie à peu près gratuitement. Et nous avons les paquets services où le coût est modique, très modéré. Et nous avons aussi le VIP service où la personne paie sa chambre, c'est une chambre climatisée avec une toilette privée. Et je n'appelle pas ça le luxe, mais c'est le minimum quand on puisse se le payer, pourquoi pas. C'est ça. Mais qu'en est-il du personnel de l'hôpital concrètement?
est-ce un personnel, je veux dire, qualifié et formé à l'étranger? Concrètement, comment ça se passe chez vous? Nous avons des personnes qui ont été formées à l'étranger aussi, mais nous faisons de notre mieux pour embaucher des personnes de la localité, des personnes d'Haïti. Nous avons tout un staff d'infirmières qui sont des infirmières formées en Haïti et qui sont des gens expérimentés. Nous avons des infirmières qui ont 15 ans, 16 ans de pratique, d'expérience. Nous avons des médecins aussi qui ont beaucoup d'expérience, qui travaillent avec nous. Il y a des médecins qui ont eu à travailler à l'extérieur d'Haïti, qui sont revenus dans le pays et qui sont aussi avec nous. Et mon mari, moi, nous étions en France, nous sommes revenus en Haïti. Docteur Delivois, qui n'est pas vraiment pas attachée, elle n'est pas un employé de l'hôpital, mais elle travaille avec nous de temps en temps. Elle aussi, elle a eu une expérience en France. Et nous avons pas mal de médecins qui ont eu une bonne expérience nationale et internationale. Docteur Cornélie était en France aussi, docteur Poltre. Et nous avons pas mal de nos anciens amis missionnaires américains qui viennent de temps en temps nous aider. Donc nous avons un bon staff de ce côté-là, oui. Qu'en dit-on en Haïti au point de vue de la médecine? Est-ce un sacerdoce, un moyen donc, de gagner de l'argent? En matière donc, de soins, concrètement? On est obligé maintenant de dire que bon, les gens diront ce qu'ils voudront, mais nous devons continuer à faire notre petit boulot. Parce que la médecine est dévalorisée énormément, c'est dommage. Donc on entend toutes sortes de choses. On entend toutes sortes de choses. Et là, ne demandez pas à quelqu'un de payer quoi que ce soit immédiatement. On entend des absurdités qui fusent de partout. Mais un fait est que pour que cet hôpital puisse survivre, il nous faut au moins faire le ménage régulièrement. Ouais. Et c'est agréable de rentrer dans un hôpital où rien ne pue. Pas vrai? Donc, le Clorox, ça s'achète. Donc, il faut que les gens contribuent. Donc, là, vraiment, j'ai entendu que la médecine est un sacerdoce, soit, c'est vrai, mais il faut quand même l'argent. Donc, c'est de ce côté-là que l'ambiguïté s'amène, parce que quand la personne dit la médecine est un sacerdoce, ça veut dire que les médecins doivent aller pieds nus, sans manger, sans souper. Et c'est cette même personne qui va mépriser un médecin qui est sale. Ah ouais. Moi, je pourrais ajouter quelque chose. Moi, je crois que définitivement, en plus de ce que le docteur Yacine a dit, la médecine reste un sacerdoce. Je crois que c'est un sacerdoce. Parce que moi, je fais de la médecine parce que j'aime la médecine. Je fais de la médecine parce que quand je vois une personne, je ne vois pas le malade, je vois la personne. Et ce qui m'attire d'abord, c'est comment je peux aider cette personne pour qu'elle puisse arriver à recouvrer sa santé. Donc, c'est vrai, il faut de l'argent, parce qu'on ne peut rien faire marcher sans de l'argent, mais pour moi, la médecine reste un sacerdoce. Ceci ne veut pas dire cela. Quand je dis qu'il faut de l'argent, ça ne veut pas dire que la médecine n'est pas un sacerdoce. Mais je crois que c'est une affaire qui nous regarde en tant que médecin. Quand j'entends une personne dire la médecine est un sacerdoce, ça veut dire que cette personne ne veut pas payer son médecin. Ok? C'est l'affaire de la faculté de médecine et des médecins. Quand on forme les médecins, quand on forme les infirmières, on leur dit, écoutez, c'est un sacerdoce. C'est comme former un pasteur, c'est un sacerdoce, c'est vrai. Au niveau de l'école, au niveau de notre formation, pour nous, dans notre conscience à nous. Mais le patient ne doit pas se tenir devant son médecin pour dire la médecine est un sacerdoce. Ça, je ne le comprends pas. Est-ce que vous vous sentez en compétition avec les autres centres hospitaliers en Haïti ou de la zone? Non. Pour moi, avec les autres centres hospitaliers, il n'y a aucune forme de compétition entre nous parce que c'est deux choses différentes. Et s'il y a une compétition, cette compétition arrive avec le afterquake, après le tremblement de terre, avec cet envahissement que nous avons des ONG qui donnent des soins gratuits. Et là, ça vient nous chercher parce que nous sommes presque gratuits et ils viennent se mettre dans la même fourchette parce qu'ils donnent des soins gratuits. Bien sûr, des soins gratuits qui n'est pas vraiment en compétition avec nous parce que nous, du point de vue qualité-prix, c'est le meilleur.
Vous comprenez ce que je dis? Parfaitement. C'est le meilleur. Maintenant, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez n'importe où, vous recevez n'importe quoi, c'est gratuit, d'accord? Je pourrais ajouter quelque chose. Je ne crois pas qu'il pourra y avoir de compétition. La première raison, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de centres hospitaliers dans le pays. L'offre de services n'est pas suffisante pour la demande qu'il y a. Il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment de lits d'hôpitaux, il n'y a pas suffisamment de spécialistes médicaux et paramédicaux. Il ne peut pas y avoir compétition. Et la deuxième chose que je dis, King's Hospital est un hôpital qui a cette vocation d'aider. C'est notre mission. Nous avons été appelés pour cela. Et quand quelqu'un vient chez nous, ça doit faire la différence. Avec la façon dont nous recevons cette personne. Et avec la façon dont nous la traitons, avec dignité, avec respect. Et je voulais que, quand quelqu'un sorte de cet hôpital, eh bien, qu'il puisse dire, voilà la différence. De ce côté-là, il n'y aura jamais de compétition. Parce que je crois qu'ici, nous donnons toujours le meilleur soin. Mais pas avec une idée de compétition, parce que c'est nous, parce que nous avons été appelés. C'est notre vocation de faire. Nous sommes différents. Je sens qu'il y a un sentiment de satisfaction chez vous. Est-ce que c'est l'optimisme? Parce que vous avez construit avec l'hôpital avec, je ne sais pas moi, l'aide de l'extérieur ou des bailleurs de fonds, de vos fonds propres et d'autres confrères. Mais d'où vous avez puisé ce sentiment de satisfaction? Vous êtes fier? Dites-moi. Moi, je vais vous dire. Quand on inaugurait l'hôpital en décembre 2010 et qu'elle m'a demandé de faire un petit discours pour l'introduire dans son discours de circonstance, et j'ai dit qu'elle veut mourir. J'ai dit aujourd'hui je suis heureux et je peux mourir dans la joie et en paix. J'ai vécu dans un pays qui a tout fait pour moi. Mes études primaires ont été gratuites. Mes études secondaires ont été gratuites. Mes études universitaires ont été gratuites. Et voilà aujourd'hui, j'ai pu construire un hôpital et j'ai rendu au pays un petit peu de ce qu'il m'a donné. Donc voilà d'où est-ce que ça vient ma satisfaction. Nous avons pu mobiliser un monde national et surtout international pour construire un hôpital et y mettre du matériel qui coûte près de $1 million à la disposition de mon pays. Pour moi encore, c'est une satisfaction. Je sens le côté chrétienté chez vous. Y a-t-il un mélange l'église Christ de Saint-Charles, de l'ACC, qui serait partenaire avec vous donc? Vous savez, moi je suis une personne très optimiste. Et parce que je suis très optimiste, et je crois que c'est ma foi aussi qui fait ça, parce que tout est toujours beau pour moi. Et quand une personne me parle d'Haïti qui est sale, je lui dis oui, mais le soleil brille encore. Donc quand je regarde le soleil qui brille, je peux passer. Non pas ignorer, mais passer. Passer. Je ne passerai pas outre, mais passer mon chemin. Parce que le soleil brille encore. Donc je crois que malgré toutes les vicissitudes que nous avions ces dernières années, quand vous comprenez que cet hôpital a été construit pendant 2010, c'était des années très dures. Qu'on puisse trouver l'argent pour construire cet hôpital et puis qu'on puisse trouver même l'inspiration, je dirais, c'est une chose extraordinaire. Et il n'y a aucune raison maintenant d'être pessimiste, d'être triste, d'être de s'interroger sur l'avenir. Vous voyez, on sait que ça va aller. Même si je ne vois pas l'argent, je sais que ça va aller. Comme je le dis toujours à mon staff ici, bon Dieu, pas qu'amener nous là pour laguer. Ok, c'est que ça va aller, l'argent va venir, je vais le trouver. Et disons entre 2000 et 2013, nous avons dépensé de l'argent ici. Nous avons dépensé de l'argent. Nous avions commencé à acheter un terrain, l'argent n'était pas là. Le type qui est venu nous voir pour nous proposer ce terrain, le type est en face de moi, il dit,
j'ai quelque chose à vous vendre. Je me dis, mais je n'ai pas d'argent. Oh, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le trouver. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Vous allez le trouver. Oui, mais c'est quoi vous voulez me vendre? Oh, une propriété, elle est belle, vous allez avoir de l'espace pour votre hôpital, pour votre orphelinat, pour votre école, etc. Mais je n'ai pas d'argent. Oui, je sais, mais vous allez trouver l'argent. Et il disait vrai. Peut-être 2 ans après, nous avions acheté la propriété. Et quand nous avions acheté la propriété, le problème s'est posé encore. Mais comment est-ce qu'on va bâtir un hôpital de ce genre? Le petit projet qu'on avait commencé, qu'on avait en main, était un projet de 350 000 $. Et notre ami là, l'ingénieur Nazer, nous avions parlé à l'ingénieur Nazer, et puis le propos c'était, ingénieur Nazer, vous nous écrivez, vous nous mettez quelque chose sur du papier pour qu'on puisse aller chercher de l'argent. Si nous trouvons l'argent, tu seras payé. Mais si nous ne trouvons pas l'argent, tu perds. Et il a accepté. Il a écrit quelque chose pour nous. Il a fait un dessin pour nous. Et avec ce dessin, on avait pu mobiliser un peu d'argent. Et quand nous avions vu la chose venir, il y a un bailleur qui nous a dit, écoutez, moi je veux voir tout le projet. Et à ce moment-là, on a dit à l'ingénieur, ok, nous voulons le papier au complet, nous voulons le blueprint au complet maintenant. On a dû le payer, ce qu'il avait déjà fait, lui payer ce qu'il avait déjà fait pour obtenir le reste. Okay? Et là, on a démarré. On a démarré avec un bailleur qui nous offrait 100 000 $, mais comme un matching fund. Ça veut dire au fur et à mesure qu'on pouvait mobiliser plus d'argent, il allait libérer une partie de ce qu'il nous proposait. Donc tout de suite, nous avons essayé de mobiliser 25 000 et il a pu libérer 25 000 et nous avions 50 000 $ en main. Maintenant, quand on n'a pas d'argent, c'est un problème. Quand on a de l'argent en main, c'est un autre problème. Quand j'ai vu 50 000 $, j'ai dit, tiens, maintenant qu'il y a le kidnapping dans ce pays, personne ne doit savoir que nous avons 50 000 $ en banque quelque part, il faut commencer. Donc en 2007, nous avions convenu de commencer à construire un hôpital qui allait nous coûter 350 000 $ avec 50 000 $ en main. Et c'est encore notre ingénieur, l'ingénieur Nazer, on l'a appelé, ingénieur Nazer, voilà ce que nous allons faire. Et nous ne savons pas d'où va venir l'argent, mais nous allons planter 50 000 $. Il a accepté. On a commencé à travailler avec 50 000 $ américains et on n'a pas arrêté de construire. Pendant qu'on construisait, l'argent continuait à arriver. Et en 2 ans, nous avions fini pratiquement la construction parce que quand le tremblement de terre a frappé en janvier 2010, nous avions commencé en septembre 2007. En janvier 2010, quand le tremblement de terre a frappé, il restait la peinture, notre ascenseur qui n'était pas installé mais qui était déjà ici, des choses comme ça. Et c'était la finition. C'est pas même la finition, c'était la touche finale. Il restait la peinture et des petites choses comme ça, puisque même nos étagères étaient déjà remplies. J'avais déjà arrangé des étagères où on mettait tout en prévision de l'hôpital qui allait s'ouvrir. Donc, moi, je vois ça vraiment comme le travail de Dieu ici. Et je dois vous dire un petit peu plus pour que vous puissiez comprendre. L'année d'avant le tremblement de terre, nous avons reçu 4 conteneurs remplis de toutes sortes de choses de nos amis des États-Unis en prévision de l'hôpital qui devait s'ouvrir. Ces chaises étaient dedans, pas le bureau est acheté ici. Toutes les autres choses qui sont à l'hôpital. Et c'est ce qui m'a fait comprendre le 12 janvier 2010, quand le tremblement de terre a frappé. Le lendemain matin, j'étais ici sur mes pieds au travail parce que j'avais compris, mais le Seigneur, mon Seigneur, a déjà fait une provision pour qu'on soit au travail aujourd'hui, puisqu'on avait le matériel, on avait des médicaments, on avait toutes sortes de choses. En moyenne, vous recevez combien de patients par jour? Maintenant, ça a beaucoup baissé. Ça a beaucoup baissé depuis qu'ils ont commencé la construction de la route et que c'est très difficile pour les tactables, enfin pour tout le monde, de traverser. Je crois que nous avons entre 40 et 50 patients par jour en consultation externe. Et en hospitalisation aussi, ça a beaucoup baissé. Nous n'avons pas la moitié de l'hôpital normalement même. Le personnel aide-soignant, ils sont à combien? 80. Okay.
Disons que nous allons vers la fin. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire, ou vous souhaiteriez dire, que nous n'avons pas mentionné donc? Bon, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais une petite compréhension de la part de la population générale qui vient quand on a besoin de nous, quand ils ont des propos, ils ont des choses, ils viennent, parce que nous sommes peut-être le seul hôpital, après les hôpitaux d'État, qui reçoivent des urgences comme ça. Ok, la personne vient, c'est une urgence, immédiatement tout le monde est au travail, il y a un soluté qui est installé, de l'oxygène et tout ça, et la personne refuse absolument de payer quoi que ce soit après ça. C'est surtout là que nous perdons de l'argent dans les urgences. Donc j'aimerais voir une certaine compréhension de la part de la population, qu'elle sache que nous sommes ici pour elle, mais qu'elle doit aussi participer au... Un élément d'information, vous travaillez 24 heures sur 24? Nous travaillons 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 7 sur 7. Moi, Il y a un médecin ici le soir. Moi, je voudrais surtout remercier à ce pas où votre interview va aller, les donateurs, tous ceux-là qui nous ont aidés à construire cet hôpital, la santé publique qui nous a encouragés, les autres médecins haïtiens qui sont venus, qui ont utilisé nos services. Maintenant, nous sommes à une phase où nous allons ouvrir l'hôpital pour les gens qui ont de l'assurance, les gens qui ont de l'argent, parce que nous avons des salles qui sont vraiment belles. Il y a des salles VIP, qu'est-ce que je dis, pardon, des chambres qui sont vraiment belles. Il y a des chambres VIP où il y a la toilette à part, il y a un réfrigérateur, il y a aussi Flat screen? Exactement. Oui, donc, tout y est et la personne se sentira à l'aise. Donc les gens qui ont besoin vraiment de services hospitaliers de qualité, eh bien, elles peuvent penser à venir ici à l'hôpital, à King's Hospital, et ce sera du bon service. Il serait bon aussi de rappeler les tarifs, s'il vous plaît. Bon, en général, ça dépend. Nous avons des tarifs, mais comme par exemple pour les tarifs des maisons d'assurance. Laisse-moi y aller. La consultation de jour ici, le matin, il y a une consultation ouverte au public où on paie 100 gouttes pour voir un médecin. Mais là, on n'a pas le choix de son médecin, on doit consulter le médecin qui est là. En général, c'est un généraliste déjà. Et si on demande à voir un spécialiste, ça dépend de quel spécialiste, on peut toujours appeler un spécialiste qui vient consulter à peu près une personne à la fois. Et à ce moment-là, c'est plus cher, la personne paie le spécialiste qui vient. Donc c'est pareil quand la personne va au lit. Le lit, c'est 100 gouttes par jour. C'est 100 gouttes par jour en salle commune. Mais si vous allez en privé, c'est la chambre privée. La chambre privée a 2 lits. Ça veut dire c'est un semi-privé. Mais qu'on peut privatiser complètement. Les Haïtiens aiment ça. Les Haïtiens aiment qu'il y ait un membre de la famille dans leur chambre. Donc quand ils veulent toute la chambre, ils payent pour toute la chambre. Donc semi-privé, ça fait $300 le jour. Privé complètement, ça fait $500 le jour. Haïtien. $500 haïtiens. Nous parlons haïtien ici. Et pour l'extrême VIP qu'il a mentionné avec le réfrigérateur et la chaise inclinée, etc., cette chambre, elle est unique, c'est $800 le jour, $800 haïtiens. Donc c'est un très bel hôpital qui donne des services de qualité, très belle institution, très propre, mais aussi où le coût n'est pas exorbitant. Vous savez ce que moi j'aime dans cet hôpital, c'est la façon que nous avons pu maîtriser l'hygiène de l'environnement. Mais je dis bien maîtriser l'hygiène de l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'appro, les yeux peuvent voir quelque chose en passant. Mais quand je vois l'ambiance générale dans le pays et la difficulté que nos employés ont à comprendre de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'hygiène, au début c'était très difficile parce que quand on insiste sur les petits détails comme si je ne peux pas avoir un bouchon par terre, c'était difficile pour eux de comprendre qu'on insiste à ce point. Mais maintenant, c'est acquis. Maintenant, nous avons ici 22 toilettes dans cet hôpital, toilettes hygiéniques, que le staff arrive quand même à maintenir propre
On peut rentrer facilement à 9h du matin, ça va. C'est pas facile de connaître quelque chose qui choque. Donc, je crois que vraiment, je suis très contente de ce côté-là. Et j'en fais mon affaire privée, ça veut dire je fais la formation de mon staff que j'appelle le staff des hygiénistes. Et ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour tenir cet hôpital propre. Je vous remercie infiniment pour l'accueil et l'interview accordée à JCM Graph Magazine ainsi qu'à Agence Presse Caraïbe de Guadeloupe. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine occasion. Qui sait, encore d'autres interviews à venir. Merci. C'est à nous de vous C'est à remercier. nous de vous remercier. Est-ce qu'on a les moyens de rester en contact avec vous? Et